Bienvenue sur Géopolitis. Un être humain sur deux en mange à chaque repas. C'est la principale céréale consommée dans le monde. Et jusqu'ici, c'est l'Asie qui assure 90% de la production mondiale de ce tout petit grain qui constitue pourtant un élément fondamental de l'alimentation. Nous parlons ici du riz. Le riz blanc, le riz cargo, le riz rouge ou le riz gluant. On ne va pas citer toutes les variétés. Il y en a, paraît-il, près de 100 000. La bonne nouvelle, on peut même dire les deux bonnes nouvelles, c'est que d'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et la nourriture, la production mondiale de riz pour la période 2012-2013 est meilleure que prévu et on pourra même faire des réserves. Deuxième bonne nouvelle, les prix du riz baissent, ce qui n'est pas le cas du maïs ou du blé. Mais, car il y a un mais, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a toujours peur d'une grande crise telle que celle qu'on a connue en 2008, une pénurie artificielle, des limitations à l'exportation, des manques d'approvisionnement et en fin de compte, des émeutes de la faim, le tout sur fond de spéculation. Bref, on a peur de la volatilité des cours. Géopolitis s'intéresse à cette petite plante annuelle dont dépendent quotidiennement 3 milliards de terriens. Le riz, à lui tout seul, incarne l'histoire de plusieurs civilisations. Il est cultivé sur l'ensemble du globe. On dit qu'il y a actuellement 155 millions d'hectares de rizières cultivées dans le monde, le plus souvent en zone intertropicale. Le problème, c'est que depuis 4 ans, le prix du riz, globalement, est orienté à la hausse. Si on veut être précis, on doit revenir sur le prix du riz à la tonne. Avant 2008, une tonne de riz de moyenne gamme pouvait s'acheter à 200 ou 300 dollars. En 2008, panique, c'était de 700 à 800 dollars la tonne. La panique, oui, car on croyait qu'il y avait une réelle rupture d'approvisionnement sur le marché. À la fin de cette triste période, on en était parfois à 1200 dollars la tonne. La réalité, au-delà des problèmes liés aux récoltes, c'est qu'il y avait et il y a encore, et en particulier ici à Genève, devenue, vous le savez, l'une des principales capitales du négoce international des matières premières, eh bien, il y a des gens qui spéculent sur les prix ou qui font stocker à un prix pour revendre plus tard à un autre prix évidemment plus élevé. Ce n'est pas que le négoce en lui-même soit une mauvaise chose, au contraire, il aide les producteurs ou les pays à garantir un niveau de prix. Mais là comme ailleurs, ce sont les abus de certains qui font problème, on le sait, et on le dit dans ce qui est le temple du marché des céréales, la bourse de Chicago. Cette bourse est une sorte de compagnie d'assurance géante. Les fermiers viennent ici pour se couvrir en vendant aujourd'hui leurs récoltes. Eux essayent de se protéger, les autres en profitent pour spéculer. L'autre question épineuse, c'est celle qui est liée à la production mondiale. Les experts estiment qu'il va falloir produire 2 fois plus de riz à l'horizon 2030 pour assurer, comme disent les experts, la clé de voûte de la sécurité alimentaire. Comment faire alors que l'on a du mal à améliorer le rendement à l'hectare, alors que la démographie s'emballe et alors que le riz, comme d'autres céréales, se montre fort affecté par le changement climatique? En 2011, le monde a produit 721 millions de tonnes de riz. Ce qu'il faut tout de suite savoir, c'est que l'essentiel de ce riz est consommé localement. 95% de ce riz reste sur place, là où il est cultivé. Ce qui est exporté représente à peu près 5% du total, en gros 30 à 35 millions de tonnes. Le premier producteur mondial de riz, c'est la Chine, plus de 130 millions de tonnes. Mais là encore, l'énorme majorité de la production est consommée localement. L'Inde et le Pakistan, pour leur part, exportent de moins en moins et ne le font que lorsque l'état de leur stock le permet. Ce qui nous intéresse le plus dans cette problématique, ce sont les pays qui exportent beaucoup le riz, comme le Vietnam ou la Thaïlande. La Thaïlande, qui est le premier exportateur mondial et a du reste fait de ses exportations et depuis 60 ans une arme économique redoutable. Car en Thaïlande, grâce aux efforts économiques et à la modernisation des machines, on fait 2 voire 3 récoltes de riz par an. Le pays produit 20 millions de tonnes et en exporte la moitié, ce qui est considérable. Enfin, pas tout à fait, car en 2012, il y a eu de nombreuses inondations, des récoltes sous les eaux, et du coup, la production a un peu baissé, les prix ont été subventionnés, des stocks se sont constitués au détriment de l'exportation. Signe que sur ce marché, effectivement, rien n'est simple, aucune règle n'est immuable,
toutes les variations de volume donnent lieu à toutes sortes de spéculations. Au cours des 5 dernières années, il y a eu 3 grandes crises alimentaires. On a même parlé de pénurie artificielle, voire de spéculation sur la faim. L'ONG Oxfam parle de hausse erratique et a fait le calcul suivant. De février 2005 à février 2008, les prix alimentaires, globalement, ont augmenté de 83%, le prix du blé atteignant des records avec une hausse de 181% sur cette période de 3 ans. Et Oxfam estime que si cela continue, d'ici à 2030, ces prix alimentaires pourraient plus que doubler. On dit que le riz pourrait augmenter de 107%, le blé de 120% et le maïs de 177%. Oxfam et d'autres organisations internationales non gouvernementales dénoncent par là même ce qu'elles appellent la financiarisation des marchés agricoles. Sur ces marchés, les producteurs et les commerçants occuperaient un tiers de l'activité. Les 2 autres tiers seraient le fait de spéculateurs financiers regroupés dans des activités établissant des contrats spéculatifs sur les marchés dérivés des matières premières agricoles. La Banque mondiale elle-même dénonce ces pratiques abusives et constate que si, en ce début d'année 2013, il y a une relative stabilisation des prix alimentaires, ces derniers restent trop élevés et ont pour conséquence de menacer la survie de millions de personnes. L'invité de Géopolitis, Jean-Martin Boer, du Programme alimentaire mondial, spécialiste des marchés. Une première question presque naïve, est-ce que vous vous habituez à vivre avec cette volatilité de tous les prix de ces céréales ? Par la force des choses, on a dû s'habituer. Ça fait quand même depuis 2007 qu'on vit cette situation d'instabilité des prix sur les céréales. Et dans les 5-6 années qui ont suivi, on a mis en place des automatismes, on s'habitue, on essaie de voir venir. Et je crois que le marché lui-même s'est habitué et que même les personnes qui peuvent souffrir de la volatilité des prix n'ont aujourd'hui pas la même réaction par rapport à une augmentation des prix. Il y a eu un choc en 2007-2008. Aujourd'hui, quand les prix augmentent, peut-être qu'on est moins choqué. Alors vous vous habituez, mais nous, grand public, on comprend pas. On comprend pas, on nous dit par exemple, mais il y a une très bonne production du riz cette année, mais on ne sait pas si les prix vont quand même pas augmenter. Et puis il y a des pays qui font des stocks. On a l'impression que le marché n'a pas de règles, je dirais, fixes, que tout est très aléatoire. Est-ce que je me trompe ? Le marché est très complexe. Il répond à plusieurs dynamiques différentes. Il y a bien la production. Il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de la demande, au niveau de la situation macroéconomique mondiale, les liens avec d'autres marchés comme ceux de l'énergie et des autres matières premières. Donc pour pouvoir décrypter ce qui se passe sur le marché des céréales, il faut pouvoir voir grand et lier entre eux plusieurs facteurs. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de corrélation entre la production et la demande. On comprend bien que les prix vont augmenter s'il y a une très forte demande et que la production est pas suffisante. Mais on a l'impression que c'est tout à fait anarchique, ou pire, qu'il y a ce phénomène de spéculation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est totalement anarchique, car même quand il y a eu la hausse des prix en 2007-2008, certains opérateurs avaient vu venir la chose. C'est-à-dire les gens qui étaient du milieu savaient qu'il y aurait une augmentation sensible des prix à ce moment-là et ont pu l'anticiper et pu prendre des positions. Alors vous parlez de spéculation, ça fait peut-être partie de ce qu'il faut pour que le marché fonctionne, pour que le marché existe, que des gens prévoient et prennent des positions par rapport au cours. Je pose une question presque d'ordre moral ou éthique. Oui. C'est normal de gagner de l'argent comme ça sur des matières premières, quelque part, sur des denrées premières comme les céréales par exemple. Disons que vous, au Programme alimentaire mondial, ça vous choque pas ? Disons que pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un marché des céréales, il faut bien que les producteurs, que les commerçants et que les consommateurs puissent anticiper les mouvements du marché. Tout à fait. C'est indispensable. Peut-être que le problème d'éthique se pose quand on joue finalement avec un élément fondamental pour la vie de tous les jours des gens, de millions de personnes. Quand les prix augmentent, la pauvreté augmente, la faim augmente. Pour le Programme alimentaire mondial, quand les prix augmentent de 10%, ça augmente notre besoin budgétaire de 200 millions de dollars. Les implications sont énormes. Et c'est vrai que, vu de cette façon-là, il y a des implications éthiques très sérieuses
quand les prix bougent. Qu'est-ce qui peut expliquer que, pour certaines céréales, on nous dit mais les prix vont encore augmenter de 100%, 120%, 150%. Qu'est-ce qui peut justifier des hausses aussi astronomiques? Le marché a changé. Alors, il a connu une certaine période de stabilité dans les années 80-90, Oui. Stabilité qui a été perdue pour plusieurs raisons. Ces marchés-là ont été dérégulés. Il y a aussi eu des changements dans la demande, en particulier avec disons, en 2007 et 2008. Oui. Alors là, il s'agit plus de changements dans l'offre, mais les interdictions d'exporter qu'on a connues au niveau de certains pays asiatiques et qui ont réduit finalement la possibilité de réaliser du commerce international. Quand on interdit l'exportation, évidemment, il va y avoir un manque quelque part, et pourquoi pas ces fameuses émeutes de la faim qu'on a connues. Voilà, et donc ces émeutes de la faim. Il y a aussi eu la croissance économique mondiale. C'est un facteur important qui fait que la demande est en accroissement. Dans beaucoup de pays africains, l'accroissement de la demande pour le riz est inférieur à l'accroissement de la production locale. Et donc il y a un écart qui se creuse entre la production locale et qui augmente systématiquement les besoins en importation. Tout cela contribue à entretenir un facteur favorable, un environnement favorable pour la hausse des prix. En réalisant cette émission, on s'est rendu compte que certains pays constituent des stocks gigantesques de riz. Pourquoi? Pour le revendre plus cher, tout simplement? Ou c'est par un réflexe d'autodéfense? Je crois que le premier réflexe, c'est de dire qu'on constitue des stocks pour pouvoir se protéger, en premier lieu. Et ça, c'est le cas de l'Inde et de la Thaïlande, où on constitue des stocks, excusez-moi, des stocks importants de riz pour pouvoir pallier à la hausse des prix sur le marché national et protéger donc les consommateurs. En premier lieu, on essaie de protéger les consommateurs, mais aussi de permettre aux producteurs de ce pays-là d'avoir accès à un marché qui est relativement stable. En Europe, nous sommes passés par là. La politique agricole commune, c'était à peu près la même chose. C'était permettre aux agriculteurs d'accéder à un marché fiable, stable. Maintenant, pour un pays comme la Thaïlande, l'organisation du marché a aussi permis de mettre la Thaïlande sur place comme le principal exportateur de riz. C'est-à-dire que les disponibilités en riz étaient connues, disponibles à Bangkok pour le marché. C'est une politique. Ils savent qu'ils font ça pour exporter. C'était une politique qui a permis de prendre des parts de marché sur le plan international. Très intéressant de voir en Thaïlande, d'ailleurs, le changement de politique de prix interne depuis la dernière élection en Thaïlande. Le pays est en train de changer de stratégie. Ils ont misé très longtemps sur une exportation de riz à bon marché pour maintenant arriver vers plus un produit de qualité à destination du marché international. En un mot, ça va se calmer tout ça, les prix. On va revenir à des situations, je dirais, beaucoup plus gérables, beaucoup plus, je dirais, faciles à vivre. Je veux dire que personne ne sait. Et si quelqu'un vous dit qu'il sait, j'aimerais bien... Je vous fais confiance, c'est vous l'expert. Si vous nous dites qu'on ne sait pas, c'est inquiétant. Je pense qu'on ne sait pas, mais il faut savoir qu'il y a quand même certaines tendances lourdes qui existent. Pour le moment, on est quand même dans une situation économique mondiale où la demande est assez faible. C'est-à-dire on est toujours en situation de mollesse économique qui font que ça devrait limiter la tendance à l'accroissement des prix. Cependant, nous ne sommes pas à l'abri d'accidents climatiques. On a vu l'été passé aux États-Unis, il a suffi d'une sécheresse pour que les prix du maïs et du blé s'envolent. C'était pareil en Russie en 2010. Ce sont des causes naturelles qu'on peut comprendre. Qu'on peut comprendre, mais on avait aussi eu des sécheresses il y a 10 ans, 15 ans, qui n'avaient pas les mêmes effets sur les marchés. Donc nous sommes quand même dans un environnement plus tendu. Merci Jean-Martin Boer. Je rappelle que vous êtes du Programme alimentaire mondial, spécialiste de ces marchés, notamment des céréales. Merci à vous de toutes ces explications. Merci. S'il y a une donnée statistique qui dérange, c'est bien celle-là. En 2012, on peut encore mourir de faim ou en souffrir gravement. 900 millions de personnes sont dans ce cas. La quasi-totalité, 850 millions très exactement, vit dans des pays en développement. Et pourtant, on le sait, le monde produit suffisamment de nourriture pour tous les humains de la Terre. Le problème de la faim n'est donc pas une question de production ou de disponibilité de denrées alimentaires, c'est un problème d'accessibilité et c'est aussi un problème de choix et d'orientation agricole et politique. On voit à présent que de graves erreurs ont été commises. C'est dans les campagnes, là où on devrait encourager l'agriculture, que l'on souffre le plus de la faim. Et de même, ce sont dans les campagnes et non dans les villes du tiers-monde que l'on compte le plus grand nombre de pauvres. Par exemple, dans les pays en développement, on a délaissé les cultures vivrières. On a même parfois abandonné des cultures locales, comme le riz au Sénégal, pour se lancer dans d'autres cultures industrielles mal adaptées ou incertaines.
Pour lutter contre la faim dans le monde, il faudra songer à revenir à un principe de base. Il n'y a pas de meilleur investissement contre la pauvreté et contre la faim que l'injection de fonds financiers, mais dans les zones rurales. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions à notre expert du Programme alimentaire mondial, des vidéos pour mieux comprendre l'importance du riz et des céréales sur le marché mondial, en infographie l'évolution des prix de ces céréales, vue du passé ou l'époque des premières crises alimentaires, une sélection des sites les plus informatifs, les possibilités de podcaster cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.